si je voulais pas avoir de problème, il fallait impérativement que je mette cette féminité dans un placard. Et c'est vraiment à l'âge de 24 ans que j'ai mis le mot transidentité sur mon mal-être. Et j'ai eu le sentiment de me rencontrer pour la première fois. Le comité m'a proposé en fait de devenir Miss Trans France 2021. Je suis Louise, je suis une artiste chanteuse, comédienne et co-autrice du livre Papillon. Ce livre raconte tout simplement l'histoire de mon parcours de femme, un parcours atypique puisque je suis une femme trans. Et donc j'explique un petit peu comment tout ce parcours depuis l'enfance, l'âge adulte et comment j'ai pu révolutionner finalement mon quotidien à partir du moment où je me suis alignée avec moi-même. Une personne transgenre, c'est une personne en fait qui a une dysphorie de genre, c'est-à-dire qu'en fait elle se ressent dans un genre différent de celui qui lui a été assigné à la naissance. Typiquement, moi j'ai été assignée garçon à la naissance, mais toute ma vie je me suis vraiment senti cette énergie féminine. Je sentais que plus profond de moi j'étais une femme et j'avais besoin d'aligner mon corps à mon ressenti. Voilà. Alors le terme transsexuel, c'est un terme médical qui désignait une pathologie mentale, psychiatrique, sauf que l'OMS a retiré cette pathologie des pathologies mentales. Et c'est vrai que dans transsexuel, il y a sexuel et ça contribuait beaucoup à une forme de sexualisation des personnes trans. Donc aujourd'hui, on parle de transgenre justement pour éviter en fait les confusions entre l'identité de genre et l'orientation sexuelle. Alors l'identité de genre, c'est tout simplement ce qu'on ressent. Moi, par exemple, je me sens femme, pardon. Je suis, sur mes papiers, je suis une femme, etc. Et mon orientation sexuelle, je suis attirée par les hommes, donc je suis une femme trans, hétérosexuelle. À l'inverse, l'orientation sexuelle, c'est vraiment l'attirance que l'on va avoir pour une personne. Moi, je connais, par exemple, des femmes trans qui sont attirées par des femmes et qui sont donc des femmes trans lesbiennes. Et les gens ont tendance à me dire oui, mais alors pourquoi elle a fait sa transition si c'est pour être avec une femme? En fait, ces personnes-là ne comprennent pas qu'il y a vraiment une totale distinction entre l'orientation sexuelle, donc les gens par lesquels on est attiré, et l'identité de genre, le genre dans lequel on se sent. Voilà. Quand il a fait son coming out, quelques jours après, parce que je me suis mise à faire fouiller sur Internet, je suis tombée sur un forum de jeunes trans qui s'exprimaient. Il a dit bon, j'ai fait mon coming out à ma mère, ça s'est mieux passé que je ne pensais. Maxence avait donc fait sa deuxième tentative de suicide. Il a été hospitalisé pour la deuxième fois. On a été reçus par une infirmière qu'on connaissait qui était très compétente. Et là arrive une petite nouvelle sortie de l'école. Et elle me fait « Oh, c'est la première fois que j'en vois un ». Quand j'écoute ce témoignage, je me dis, déjà c'est triste parce que je pense que cette maman, déjà, elle se trouve dans une situation de détresse par rapport à son fils qui a fait une tentative de suicide. Et donc, il y a peut-être aussi une façon d'aborder les choses qui devrait être plus empathique, peut-être de la part du corps médical. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a encore un travail de sensibilisation à faire dans le corps médical parce que beaucoup de personnes de ce milieu-là n'est pas totalement au fait de ce que c'est que la dysphorie de genre, de ce que c'est qu'une personne trans. Moi, typiquement, si je donne un exemple, quand j'ai vu un cardiologue, il m'a clairement dit « Oui, mais écoutez, quand on s'amuse avec la nature, il ne faut pas être étonné qu'on puisse avoir des problèmes médicaux par la suite. » C'est complètement aberrant. Déjà, ça n'avait rien à voir. Finalement, le problème que j'avais eu n'était en aucun cas lié à mon traitement hormonal, mais de toute façon, j'ai très très bien senti que c'était une personne qui était complètement transphobe, dans le sens où à ce moment-là, moi, sur mes papiers, mon numéro de sécurité sociale, il commençait déjà par un 2. Sur mes papiers, j'étais une femme, etc. Et sur le compte rendu médical, il a bien écrit « Monsieur ». Donc, je pense qu'il y avait vraiment une volonté pour lui de signifier son désaccord avec ce que j'étais. Alors moi, depuis toute petite, j'ai ce que j'appelle cette énergie féminine qui a toujours été très 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 présente. On va dire que jusqu'à 10-11 ans, je l'ai vécu sans problématique. Et d'ailleurs, j'étais toujours intégrée dans les groupes de filles. À chaque fois, quand on jouait au papa ou à la maman, j'étais la maman. Et personne me disait « Non mais écoute, c'est pas normal parce que normalement t'es un garçon, etc. » Il n'y a pas cette question-là. Après, il y a eu toute la partie collège où là, par contre, j'ai vraiment été... je commençais à être attaquée beaucoup sur mon physique parce que j'ai
toujours eu ses lèvres un peu pulpeuses, relativement dessinées, ses yeux un peu tirés, les cils recourbés. J'avais pas une voix non plus très masculine. Et donc, on m'a beaucoup attaqué là-dessus. Et je commençais vraiment à subir beaucoup de violences verbales qui étaient à la limite de la violence physique. Et j'ai compris que si je voulais pas avoir des problèmes, il fallait impérativement que je mette cette féminité dans un placard. Et c'est resté pendant pas mal d'années parce que pour moi, typiquement, ma féminité était représentait finalement presque un danger pour moi. Et c'est vraiment à l'âge de 24 ans que j'ai mis le mot transidentité sur mon mal-être suite à une soirée déguisée où on m'avait dit écoute Louise, ce soir, enfin bon, c'était pas Louise à l'époque, mais ce soir tu te déguiseras en Rihanna. Et j'avais une copine qui m'avait fait un avant-après, qui m'avait maquillée. Moi, je m'étais pas vue. Et vraiment, au moment où je me suis regardée dans le miroir, j'ai toute cette féminité-là que j'avais mis dans un placard pendant toutes ces années, qui m'a explosé en pleine face. Et j'ai eu le sentiment de me rencontrer pour la première fois. C'était vraiment une évidence. Je me voyais dans ce miroir et je comprenais la source de mon mal-être pendant toutes ces années. Et c'était quelque chose de super beau émotionnellement parlant parce que j'avais vraiment cette impression de me rencontrer pour la première fois et en même temps c'était assez terrorisant parce que c'était une soirée déguisée et il y avait la question de l'après, comment ça allait se passer. Et c'est vrai qu'à cette époque-là on parlait pas de transidentité comme on peut en parler aujourd'hui dans les médias et j'avais pas forcément de représentation donc voilà, c'était des questions, je savais même pas qu'il existait en fait une possibilité d'avoir accès à un traitement hormonal, etc., pour entreprendre un changement médical. Donc j'ai mis quand même quelques années, j'ai mis une dizaine d'années parce que par manque de représentation, j'ai mis quasiment 10 ans entre le moment où j'ai mis le mot transidentité sur mon mal-être et le moment où j'ai effectué ma transition. Le regard de ma famille et de mes proches a été relativement bienveillant. En fait, ce qui s'est passé, c'est que pendant ces 10 ans où moi j'avais compris, j'ai souvent utilisé l'art, la danse, la musique, la chanson pour extérioriser mon mal-être. Et c'est vrai que j'évoluais de plus en plus sur scène dans une expression de genre féminine, si bien qu'au moment où j'ai fait mon coming out trans, moi j'avais l'impression que c'était l'annonce de l'année alors que finalement c'était une non-annonce pour mes proches parce que pour eux c'était presque une suite logique. Ils avaient tellement cette habitude de me voir sur scène dans cette expression de genre féminine que pour eux c'était logique qu'à un moment donné j'allais franchir le pas. Et c'est vrai que typiquement plus j'avançais et plus à chaque fois que je sortais de scène, j'avais limite cette impression en fait de me déguiser en garçon. Quand je revenais dans une forme de vie civile. Et je pense que les gens ont senti cet alignement et ce côté peut-être plus lumineux, plus solaire que j'avais dès que j'étais dans cette expression de genre féminine. Et ça leur a semblé tout à fait logique et j'ai eu la chance d'avoir un accompagnement moral et voilà, là-dessus. Le concours Miss Trans France, c'est une plateforme pour désigner en fait une ambassadrice, un petit peu comme le concours Miss France pendant une année. Une ambassadrice qui va œuvrer aux côtés d'associations LGBTQIA+, dans des actions pour sensibiliser, pour faire de la prévention, pour informer sur ces questions de la transidentité et tout ce qu'il peut y avoir autour. Donc là, je parle de la communauté LGBTQIA+, de manière générale. Alors pourquoi y avoir participé? Alors j'y ai participé sans réellement y participer. C'est-à-dire qu'en gros, moi, j'étais pas forcément candidate en 2021, quand j'ai été élue Miss Trans France. Ce qui s'est passé, c'était que c'était l'année post-Covid. Il n'y avait pas encore la reprise réellement des spectacles, etc. Donc, il ne pouvait pas avoir d'élection physique. Et moi, j'avais beaucoup œuvré à La Réunion au travers de la musique, au travers de l'organisation d'un festival avec l'association Horizon qui s'appelle Pareil, pas pareil, où j'avais offert en fait un concert de clôture. Et le comité Miss Trans France avait vu mon travail de terrain à La Réunion. Et c'est comme ça que le comité m'a proposé en fait de devenir Miss Trans France 2021 à titre honorifique au regard de ce travail de sensibilisation que j'avais fait à La Réunion et qui avait eu finalement un espèce d'écho au niveau national, puisque c'est vrai qu'aujourd'hui avec les réseaux, on dépasse plus facilement les frontières. Maxence faisait des dessins où il se trouvait horrible, enfin, il se trouvait monstrueux. Enfin, quand on trouve les commentaires, voilà, moi je veux être une licorne, moi je veux être Dark Vador, enfin,
Il ne se sentait pas le droit de vivre. Il ne se sentait pas le droit de vivre. Voilà, il te trouvait trop monstrueux, trop inintéressant, trop... J'ai du mal avec ce terme monstrueux. Qu'est-ce qu'il trouvait de monstrueux en lui, Son corps était monstrueux, son corps ne lui correspondait pas. Ah oui. Voilà. Nous, on a du mal à comprendre. Même moi, en tant que maman, qui l'ai vécu au quotidien, je peux l'imaginer, mais je ne peux pas le comprendre. Cet extrait, il est assez violent pour moi, psychologiquement. C'est dur déjà d'entendre cette maman et de savoir que son fils pouvait se trouver monstrueux. Mais je comprends aussi parce que... Il y a des gens qui, à l'adolescence, vont développer en fait ce qu'on appelle les caractéristiques sexuelles propres à leur genre. Et du coup, forcément, la dysphorie est accentuée à ce moment-là. Moi, je sais que je n'ai pas eu ce problème-là parce que j'ai toujours été très chétive, j'ai toujours été un visage très, très fin, avec des traits très féminins. Donc, je n'ai pas eu ce ressenti-là, mais je peux comprendre que ça puisse être violent, cette évolution physique. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, c'est vrai que sur les réseaux sociaux, on peut avoir une virulence qui est extrême. J'entendais la maman qui disait moi je suis une licorne, etc. Oui, il y a des gens qui, pour parler de nous, vont dire oui, aujourd'hui, en fait, si on a envie de se sentir chaise ou table, on peut. Alors que, ça n'a rien à voir. On parle d'une identité de genre, d'une personne, d'un être humain, quoi. On parle d'un être humain avec des émotions, des sentiments, des ressentis. On ne parle pas d'un objet physique. Et c'est vrai que voilà, on peut souvent lire des commentaires du style « vous êtes contre nature, vous allez brûler en enfer » et c'est violent, quoi. C'est violent pour un jeune de 18 ans qui arrive dans la vie, dans sa vie d'adulte et qui se dit mais est-ce que toute ma vie je vais être confronté à ça ? Est-ce que quand je vais aller travailler je vais toujours être confronté à ça ? Et comment ça va se passer, quoi ? Je pense que la société n'est pas fondamentalement mauvaise. Des gens bêtes, il y en aura toujours. On ne pourra pas changer les choses et on ne va pas transformer le monde. Et je me dis que si on sensibilise, si on essaye de faire de la prévention, etc., d'où cette importance de la représentation, possiblement que les mentalités pourront évoluer parce que je pense que la méchanceté provient d'une forme de méconnaissance, d'une forme d'ignorance. Donc si on éduque, on sensibilise et vient toute cette question de la possibilité aujourd'hui d'en parler dans les écoles. Beaucoup de gens vont dire oui, mais vous faites de la propagande, etc. C'est pas de la propagande, c'est de la sensibilisation. Informer à la diversité, ce n'est pas de la propagande. Parce que ces enfants-là sont typiquement les adultes de demain. La question qui revient systématiquement et qui peut être très très agaçante en fait pour les personnes trans, c'est la question de la chirurgie ou des chirurgies, parce que beaucoup de gens pensent que nécessairement une personne trans c'est de la chirurgie automatiquement, alors que pas nécessairement. Il y a des personnes qui vont faire une transition par exemple médicale, un peu comme moi, et qui vont pas forcément avoir accès. Moi par exemple, j'ai fait le choix assumé de ne faire aucune modification au niveau de mon visage. Et pourtant, c'est vrai qu'il y a des personnes dans leur tête, personnes trans, c'est forcément chirurgie esthétique à gogo. La fameuse chirurgie de réassignation génitale, et j'estime qu'en fait, c'est une question qui est très très maladroite puisque ça fait partie de l'intimité des gens, ce n'est pas une obligation. Aujourd'hui, on peut changer d'identité de genre sur ses papiers sans avoir recours à une opération de réassignation. Et surtout, ce qui est important aussi de savoir, c'est qu'il y a des femmes trans qui malheureusement ne peuvent pas, comme moi, avoir accès à un traitement hormonal parce qu'elles ont des problèmes cardiovasculaires et que c'est pas compatible. Mais ça ne veut pas forcément dire en fait que ces personnes trans-là, ces femmes trans-là, leur ressenti de femme est moindre que le mien parce que j'ai fait une transition médicale. Et c'est pour ça que ces questions de chirurgie, etc., sont très très maladroites parce que ça ne vient pas apporter de la légitimité à un statut de femme. Le conseil que je pourrais donner à des personnes qui ont ce sentiment de ne pas être nées dans le bon corps, c'est déjà de se rapprocher de personnes qui ont la même problématique. Donc, au travers d'associations, il existe aujourd'hui beaucoup d'associations LGBTQIA+, qui ont des personnes intervenantes sur ces questions de la transidentité. Parfois, on peut avoir cette sensation, mais c'est pas vraiment une dysphorie de genre et on peut
peut-être à tort, parce qu'on en parle beaucoup aujourd'hui de transidentité, mettre ce mot-là en fait sur un mal-être, alors que c'est pas du tout le cas. Il y a des personnes en fait qui sont dans une forme de non-binarité, qui vont jamais dire je suis une femme trans ou je suis un homme trans. Donc je pense que l'idée c'est vraiment d'échanger au maximum avec des personnes qui ont plus ou moins le même vécu, de pas aller trop vite parce que c'est un processus long et qui est irréversible. Donc de prendre le temps justement de se poser les bonnes questions, de prendre le temps d'échanger pour essayer vraiment de mettre, si c'est le mot, en tout cas si c'est vraiment une dysphorie de genre avérée et si la transidentité est avérée, à ce moment-là, avancer dans un processus de transition, mais de pas le faire tant qu'il n'y a pas une certitude. Alors, je pense que dans les médias français, les personnes trans aujourd'hui souffrent encore d'une sous-représentation. On voit beaucoup de personnes trans évoluer dans la mode, mais souvent, il y a un côté encore très, très androgyne, très non-binaire. Et je trouve que malheureusement, aujourd'hui, la représentation en télévision, quand on voit une personne trans à la télévision, dans 98% des cas, cette personne va être là pour parler de transidentité. Or, quand on voit une personne homosexuelle, lesbiennes en télé, aujourd'hui, ces personnes-là ne viennent pas forcément parler de leur orientation sexuelle, quoi. Donc, je pense qu'à un moment donné, il faut que les médias, les télévisions soient en mesure d'offrir une autre visibilité, parce que je pense qu'il y a des personnes trans qui sont capables de faire plein de choses, et pour justement venir déconstruire ça, et qu'on puisse avoir aussi d'autres formes de représentation que juste la représentation liée à la dysphorie de genre, parce que c'est important, je pense, de venir un petit peu montrer que finalement, on a des parcours de vie qui sont presque normaux, quoi.